la zoothérapie, un modèle d'intervention peu connu mais qui s'avère très efficace pour plusieurs personnes dans différents contextes. Focus aujourd'hui sur la zoothérapie. Aujourd'hui, mes invités sur le plateau sont Régine Etu, psychoéducatrice de formation et coordonnatrice clinique chez Zoothérapie Québec. Bonjour. Bonjour. On a Athéna avec nous. Nathaniel King-Charles. Wow. Et Daniel Filion, qui est fondateur de Éducateur, conférencier et aussi intervenant en comportement félin. Bonjour. Bonjour, bonjour. D'entrée de jeu, qu'est-ce que la zoothérapie? Régine? La zoothérapie, c'est une intervention qui peut se dérouler en individuel ou en groupe, qui est facilitée par un animal familier qui est soigneusement sélectionné et entraîné, qui est introduit par un intervenant qualifié auprès de personnes qui, en fait, dans le but de susciter des réactions qui visent à maintenir ou améliorer le potentiel physique, psychologique, affectif, social de la personne. Je ne peux pas donner une meilleure définition que ça. Il y a d'autres mots aussi qu'on entend un petit peu partout. On entend zooanimation, on entend médiation animale, on entend communication animale. Faut regarder un petit peu chacun de ces termes-là parce qu'il y a beaucoup de mélanges qui se font. La zooanimation, c'est juste d'avoir l'animal avec soi, d'avoir un animal alentour, qu'on flatte et tout ça. Il n'y a pas d'intervention entre les individus, il n'y a pas de thérapie à proprement parler. Fait que c'est quand les gens disent mon animal fait de la zoothérapie à la maison, c'est pas de la zoothérapie. La zoothérapie, on l'a dit, ça prend quelqu'un qui intervient au niveau d'une thérapie. Ce qu'on a à la maison, c'est important parce que ce qu'on a à la maison, c'est de la zooanimation. On a un animal qui nous fait du bien, ça finit là. Le pendant en France de la zoothérapie, ils appellent ça de la médiation animale. Donc, eux autres n'utilisent pas le mot zoothérapie, ils utilisent médiation animale, mais c'est la même chose. Cependant, ici au Québec, des fois, le mot médiation animale est utilisé pour désigner ce qu'on appelle de la communication animale, qui n'a absolument rien à voir avec de la zoothérapie. C'est plus, un petit peu plus ésotérique, c'est comme de la communication, les gens qui seraient capables qui auraient une faculté de comprendre et d'entendre parler les animaux, et même des fois au-delà. Ça n'a absolument rien de scientifique, il n'y a rien de prouvé là-dedans, mais il faut faire attention quand on parle de ces mots-là pour ne pas mélanger les choses. Qui peut diriger la zoothérapie? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un psychologue, Régine. Bien, ça dépend. Si on fait une psychothérapie vraiment où on intègre un animal, là, ça doit être fait par un psychologue ou un psychothérapeute membre de l'Ordre des psychologues au Québec. Sinon, si on parle de la zoothérapie comme un moyen pour soutenir un plan d'intervention, par exemple, ça peut être pratiqué par un éducateur spécialisé, un psychoéducateur, travailleur social, ergothérapeute. Donc, quelqu'un qui a une formation en relation d'aide, qui connaît d'abord l'humain et le profil de la clientèle avec lequel il veut intervenir. Quand on parle plus de zoothérapie éducative qui s'intègre dans un programme éducatif pédagogique à l'école, ça peut être un enseignant, par exemple, qui va utiliser son animal comme un levier de motivation pour ses élèves, par exemple. Alors, ça peut être différents corps de métier qui pratiquent cette intervention-là. Il faut vraiment le voir comme un soutien à un plan d'intervention, ou un plan de soins ou un plan pédagogique. Donc, c'est pas nécessairement un psychologue qui peut utiliser un animal pour l'intégrer dans sa pratique. Ça dépend vraiment du service qui est offert là, dans ce cas-là. Tu as parlé de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux qui pouvaient faire la zoothérapie, mais j'imagine que ce n'est pas dans leur formation de base qu'ils vont voir ça. Ils doivent faire sûrement une formation par après. Nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement que l'intervenant aille à chercher d'abord, bon, comme je disais, une formation en relation d'aide ou en éducation, mais une formation en comportement animal, dépendamment de l'animal avec lequel il va intervenir, et ultimement une formation en zoothérapie. Alors là, il faut la magasiner un petit peu. Donc, au Québec, il n'y a pas nécessairement d'autorité en la matière. Il y a une attestation d'études collégiales qui existe. Il y a la formation que nous, on donne aussi à Zoothérapie Québec, qui sont des formations, je pense, qui sont assez solides, assez crédibles. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pratique parce qu'il faut savoir comment utiliser son animal de façon optimale pour rejoindre nos objectifs. Alors, c'est pas simplement de mettre le chien sur les genoux de la personne puis de laisser le miracle opérer. Donc, il faut que l'intervenant sache, bon, d'abord utiliser les réactions de son animal, proposer des activités qui vont venir soutenir justement son plan d'intervention, ses objectifs. Donc, il faut effectivement savoir comment le faire de façon professionnelle, sécuritaire aussi.
Je pense qu'une chose qui est importante de retenir dans ce que Régine dit, c'est qu'on Oui. ne peut pas juste demain matin dire, bon, on devient zoothérapeute, même si on a une formation de psychoéducateur ou quoi que ce soit. Ici, c'est 2 métiers en un. On a le côté personne, d'humain à humain, Oui. mais on utilise un outil qui est également un être vivant, qui est doté de ses propres émotions, et il faut gérer les deux. Et on ne priorise pas l'un sur l'autre, il faut absolument gérer les deux. Et donc, ça devient, c'est un métier qui est assez spécial parce que quand on est psychoéducateur ou psychologue ou quoi que ce soit, on a affaire avec une personne, un individu, mais là, on doit gérer 2 individus et sur 2 plans totalement différents. Exact. Donc, de connaître le côté humain est très important, mais de connaître le comportement est également tout aussi important parce que c'est ton animal, c'est ton outil de travail. Donc ça, c'est très important pour la formation. Ça devient une triade, finalement. Donc, c'est l'intervenant qui va... dont l'intervention va être facilitée par l'animal pour rejoindre un usager. Donc, il y a même la dynamique entre les 3 qui fait que ça devient finalement une intervention zoothérapie. Donc, il faut... C'est plus complexe. C'est ça. C'est plus complexe, oui, puis il faut vraiment avoir une formation. On ne s'improvise pas là-dedans. C'est pour ça que je pense que Régine a très bien dit, il faut aller magasiner, il faut s'assurer que la formation qu'on prend soit valide. Ouais. On l'a dit en intro, un animal, c'est une source de réconfort pour tout le monde, mais qu'est-ce que l'animal va faire dans un contexte de zoothérapie? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est sûr que l'animal, ça dépend de l'objectif. Il peut devenir effectivement une source de réconfort, d'apaisement. Si on veut faire diversion, par exemple, avec une personne qui est confuse, qui est agitée à cause de ses symptômes liés à ses troubles neurocognitifs, mais on va utiliser l'animal pour réorienter la personne vers quelque chose qui est réconfortant, qui est apaisant. L'animal peut être aussi une source de motivation pour un élève qui a de la difficulté à faire ses mathématiques ou à aller dans sa classe de français. Bien, on peut utiliser le facteur de motivation qu'amène l'animal pour aider l'enfant à justement faire ses exercices avec un effort qui est moins perçu peut-être. L'animal peut être aussi une source de motivation pour un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle qui doit utiliser des pictogrammes pour communiquer. Puis des fois, ça peut être difficile d'intégrer ces nouveaux moyens de communication-là pour augmenter l'autonomie de l'enfant ou de la personne. Bien, avec des activités qui intègrent les pictogrammes avec un animal, bien, l'enfant ou la personne va être doublement motivé à s'exercer au niveau de sa communication. Donc, ça peut être... L'animal peut jouer différents rôles. C'est vraiment très polyvalent comme outil de travail ou comme instrument de travail. Je me permets de faire l'avocate du diable. On dirait que j'entendrais des gens dire bien, ça pourrait aussi devenir une béquille, peut-être, tu sais, pour les personnes qui sont dans le sens qu'ils ne vont pas par eux-mêmes se pousser à développer ces capacités-là. Bien, c'est que souvent, on va aller rejoindre les gens pour qui c'est vraiment difficile. Souvent, ils vont nous cibler les personnes pour qui ils ont essayé différentes méthodes pour lesquelles ça a échoué. Des personnes qui ont vraiment, c'est ça, de la difficulté à être rejointes dans d'autres contextes plus traditionnels. Alors, la zoothérapie va devenir une approche alternative, finalement, pour rejoindre ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut le voir comme un outil. Oui, un moyen parmi d'autres dans un coffre à outils d'intervenant. Bon, bien, l'intervenant va décider d'utiliser la musique, va décider d'utiliser les arts, la danse, l'animal dans certains cas. Donc, il faut le voir comme une option parmi d'autres. Ouais. C'est vraiment un outil différent de tous les autres outils parce que la majorité des outils qu'on va utiliser, ça va être des choses comme c'est ça, de la musique, ça va être des outils, mais très à plat, alors que là, on a vraiment un être vivant, puis on a une communication qui s'établit souvent, puis il y a une confiance aussi un petit peu plus facile à obtenir entre un animal puis un enfant, par exemple. L'enfant va beaucoup plus se porter à faire confiance à l'animal qu'à des gens, tout ça. Fait que c'est beaucoup plus facile, des fois, de passer par l'animal pour obtenir ça. Fait que c'est un outil qui est très différent de ce qui se fait. Puis on dit outil, mais on sait bien qu'on considère, comme tu disais bien, que c'est un être vivant avec ses besoins et tout ça. Donc, il faut le voir vraiment comme une méthode alternative. Oui, puis d'accepter qu'il y a des gens qui ont certaines difficultés dans certains contextes, puis que non, au contraire, c'est pas une béquille, ça les aide à avancer. Oui, absolument. Daniel, tu es le fondateur de Éduchateur. Quelle est la genèse derrière cette entreprise?
On a commencé ça en 2007. En fait, je me promenais avec mon chat Wookie en laisse. Imaginez-vous un grand 6 pieds 4 qui se promène avec un gros Maine Coon de 27 livres. Ça attire l'attention. Et donc, il y a des gens qui m'approchaient et qui me disaient « Ah, moi, j'ai tel problème avec mon chat, j'ai tel problème. » Et moi, je travaille en marketing. Donc, j'étais vice-président marketing pour une grande compagnie. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des besoins là-dedans. Et il n'y avait presque pas de ressources à l'époque au Québec. En fait, il y avait 2 vétérinaires comportementalistes au Québec seulement. Personne qui faisait ça au niveau des chats. Il y en avait beaucoup au niveau des chiens, il n'y en avait pas au niveau des chats. Donc, on est allé voir les professionnels en question pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là. Et c'est comme ça que c'est devenu tranquillement, pas vite, avec le cofondateur Pierre Paré. On a parti ça ensemble. Pierre a pris sa retraite depuis ce temps-là, mais l'entreprise a continué. Maintenant, on a une filiale en France. On est 30 intervenants un petit peu partout au Québec et en France qui font ce métier-là actuellement. Et quels sont vos services? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, il y a 3 sortes de services différents. On va faire de la consultation à domicile. Donc, on va aller chez les gens. C'est important chez le chat, parce que chez le chat, c'est l'environnement. Donc, on va aller chez... C'est son royaume, comme on dit des fois. Donc, on veut voir ce qui se passe dans ce royaume parce que très souvent, les problèmes de comportement sont justement liés à quelque chose qui ne fonctionne pas dans son environnement. Donc, on va aller faire la consultation à domicile. On peut faire la consultation via Internet ou encore via téléphone, dépendant des problématiques qu'on a là. On offre aussi des conférences grand public, justement, pour essayer de faire comprendre c'est quoi les besoins du chat. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec notre chat à la maison pour que ça se passe bien, pour qu'on n'ait justement pas de problème de comportement. Et on a aussi un volet de formation professionnelle, donc pour les gens, des professionnels du monde animal, que ce soit justement en zoothérapie, que ce soit des gens qui travaillent en clinique vétérinaire, que ce soit des gens qui travaillent en boutique pour animaux, ou tout ça dans des refuges. On va offrir des formations professionnelles pour ces gens-là, ou encore pour devenir intervenant en comportement félin. Il y a aussi un cours pour ça chez Educhatter. C'est très intéressant. Puis avec toutes les photos de chats qu'on voit sur Facebook, je pense que c'est un fait, les gens aiment les chats. Effectivement. Merci. Merci. Régine, tu as mentionné plusieurs cas où on pouvait utiliser la zoothérapie. On comprend que la zoothérapie, ça peut être bénéfique pour plusieurs types de personnes. Au niveau des animaux, quel animal peut devenir un animal de zoothérapie? Dans la littérature scientifique, en fait, le chien a été très étudié. C'est un animal qui ressort comme étant un animal qui est très polyvalent, qui a des effets là, documentés. Le cheval également, sauf qu'introduire un cheval dans une école ou dans un milieu de soins, ça demande un peu plus de préparation. Mais, de l'espace aussi. C'est ça. Donc, pour ceux qui ont des centres équestres thérapeutiques, ça peut être un bel animal à utiliser là, dans le cadre de l'intervention. Il y a d'autres types d'animaux qui sont utilisés. Je pense aux lapins, aux animaux exotiques. Il faut voir, dans le fond, nous, dans notre définition de la zoothérapie, c'est que ça prend un animal qui est familier, donc un animal qui fait du sens pour la personne qui est rencontrée. Un animal aussi pour lequel ça va être sécuritaire. Je pense à, Athéna, elle va dans des milieux plus personnes âgées, soins palliatifs, parce qu'elle est petite, elle est assez délicate. Si je vais voir des gens qui ont une déficience intellectuelle ou qu'au niveau moteur, ils ont plus de rigidité ou des comportements plus imprévisibles, je vais amener un animal qui est plus robuste, qui est plus capable d'en prendre au niveau physique. Donc, on choisit aussi notre animal selon le contexte, selon notre problème, le besoin. Effectivement. Donc, il y a le chat aussi, je pense, qui est utilisé dans certains cas. Oui. Au niveau du chat, c'est un petit peu plus compliqué à cause de la nature même du chat. Le chien est habitué, c'est un animal social, on le trimballe partout avec nous, ils sont habitués de voir des gens, alors que le chat est beaucoup plus attaché à son environnement. Évidemment, le chat est un petit peu plus indépendant dans sa nature. Donc, pour que le chat aime faire de la zoothérapie, c'est vraiment pas n'importe quel chat qui est capable d'aller faire ça, parce que là, on va des fois souvent aller dans des foyers de personnes âgées ou des choses comme ça, où on va l'arracher à son milieu, et ça, le chat, normalement, n'aime pas ça. Donc, ça prend vraiment des individus très particuliers, mais on a des résultats qui sont très différents de tous les autres animaux. Par exemple, avec le chien, c'est beaucoup plus interactif. Il y a un échange. C'est on va, on vient, on vient. C'est ça. Alors qu'avec le chat, c'est beaucoup plus... Il y a une bulle qui se forme alentour de la triade qu'on parlait tantôt. Et il y a comme une communion qui se fait entre le chat et la personne. On voit beaucoup de beaux résultats avec des personnes atteintes d'Alzheimer, beaucoup de personnes âgées, moins avec les enfants. Évidemment, les enfants sont turbulents, les chats aiment moins ça. Mais avec les personnes âgées, il y a une communion qui se fait. Il y a quelque chose que moi, j'ai souvent vu, là, des personnes âgées qui vont juste flatter
et on voit qu'ils sont... sensoriel. Oui, le sensoriel, oui, parce que là, on peut flatter le chat, le poil est doux, des choses comme ça. Pour des personnes qui vivent de l'anxiété, est-ce que ça peut être très relaxant? Mais absolument, en fait, le chat a été démontré comme ayant beaucoup de capacités à ce niveau-là, scientifiquement prouvé. Il y a le ronronnement du chat qu'on connaît tous. Le ronronnement du chat est utilisé à plein de sauces. Entre autres, ça guérit souvent des lésions tendineuses, ça accélère les lésions tendineuses ou les fractures, mais ça a également un impact sur le système nerveux. Une personne qui vit avec un chat a 40 moins de chances de faire un infarctus. Ouais, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'avantages à avoir avec le chat. Il y a ces mêmes avantages-là avec le chien, mais qui sont un petit peu différents. Donc, oui, c'est un petit peu plus difficile de travailler avec le chat qu'avec le chien, mais il y a des avantages certains différents. Et comment vous détectez si ce chat-là est bon pour la zoothérapie ou non? C'est la même chose qu'avec le chien. Je pense que, Régine, vous avez beaucoup de tests que vous passez. C'est la même chose pour les chats. C'est quoi les tests qu'on fait pour les chiens pour déterminer c'est quoi un bon chien? Bon, on va évaluer ses capacités d'apprentissage, on va évaluer ses capacités d'adaptation. Donc, par exemple, comment il réagit à un bruit qui est soudain. Parce que quand on se déplace dans les milieux hospitaliers, les écoles peuvent avoir des bruits qui arrivent, des sonnettes, des machines qui lavent les planchers. Donc, voir comment le chien réagit à ces choses-là. Il va y avoir des... Mais la première chose qu'on va regarder aussi, c'est est-ce que le chien va facilement vers les étrangers. Donc, parce que c'est la base. C'est la base. Donc, on va évaluer le tempérament. Le tempérament du chien. Est-ce qu'il est capable d'explorer un peu son environnement aussi? Donc, on va le mettre dans différentes situations où on va justement regarder comment il se déploie. Parce que des fois, le propriétaire va nous dire « Ah, j'ai un excellent chien, il est gentil, tout ça. » Mais quand le propriétaire sort de la pièce, le chien est désorganisé, il y a un gros trouble d'attachement et tout ça. Donc, on va regarder ces choses-là. C'est la même chose chez le chat. Chez le chat, les gens vont nous dire « Ah, j'ai un chat, il est formidable. Oui, il est peut-être formidable chez toi, mais si tu le sors de chez vous, c'est quoi que... Comment il réagit à ça? Donc, ça prend des chats qui sont très, ce qu'on appelle aventuriers. Il n'y a rien qui les dérange. Il n'y a rien, comme elle, il n'y a rien qui la dérange. Non. Alors, c'est la même chose chez le chat, sauf que c'est beaucoup plus inhabituel chez le chat d'avoir un chat calme dans n'importe quel environnement qu'un chien, justement. Donc, il faut vraiment sélectionner. C'est vraiment pas n'importe quel animal. Il faut que l'animal aussi soit à l'aise avec des personnes qui ont des comportements imprévisibles, qui ressentent des émotions, qui vivent justement, comme vous le disiez, de l'anxiété, de la frustration. Oui, parce que les animaux absorbent beaucoup, hein, si je ne me trompe pas. Les animaux le voient. Okay? Il faut faire attention. Souvent, les gens vont dire les animaux le ressentent. Les animaux le voient. Ils sont capables de détecter nos mouvements, notre façon de faire. Alors, avec leurs propriétaires, avec les personnes qui le connaissent, ils sont habitués, ils voient ces choses-là. Mais là, quand on se retrouve avec une personne qui fait des mouvements, des fois, qui sont totalement inconnus, comment est-ce que l'animal réagit à ça? Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il a été bien socialisé aussi? Oui, quand il était jeune? Est-ce qu'il a été exposé à différents stimuli aussi? Là? Effectivement. Et là, Athéna, ce n'est pas ton chien, c'est un chien que vous avez chez Zoothérapie. Il a une famille d'accueil, elle a une famille d'accueil. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on peut offrir notre chien pour qu'il fasse de la zoothérapie, pas nécessairement pour nous. Bien, nous, comme à Zoothérapie Québec, on a une façon quand même spéciale de fonctionner. On forme des gens qui vont pratiquer avec leur propre animal aussi, puis c'est correct. Mais nous, effectivement, on a une équipe actuellement qui est autour de 35 chiens. La plupart, on a des chiens qui appartiennent à Zoothérapie Québec, effectivement, qui ont une famille d'accueil. Puis on a des gens qui nous prêtent leur animal, là, mais ils passent les mêmes processus d'évaluation et de sélection. Ça, c'est sûr. Là, ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant qu'on décide si le chien reste ou non dans l'équipe. Donc, si on est capable d'aller chercher une espèce de partenariat, une collaboration avec un intervenant en comportement animal pour nous aider justement à faire une bonne sélection et à faire les bons tests, parce que ça ne s'improvise pas. Il faut connaître le comportement animal et pour pouvoir déceler, justement, c'est quoi ces signaux d'inconfort? Est-ce que c'est un animal qui pourrait facilement s'adapter à ma clientèle et tout ça?
Donc, il y a plusieurs... Oui. Il faut entraîner l'animal aussi. C'est pas, Oui, on ne prend pas l'animal oui. comme ça, puis il commence à faire la zoothérapie. Il faut qu'il sache, il faut le désensibiliser. On fait beaucoup de désensibilisation, beaucoup ce qu'on appelle du contre-conditionnement, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des situations dans lesquelles l'animal va être moins à l'aise, alors il faut prévoir ça. Et des gens comme Régine ont l'expérience de savoir c'est quoi qui se passe dans une thérapie, qu'est-ce qui peut se produire, et on va essayer de désensibiliser d'avance l'animal à ce genre de situation-là pour que quand ça va vraiment, c'est ça, quand ça va vraiment arriver, l'animal va déjà être désensibilisé, va déjà savoir. Et même avec le contre-conditionnement, la beauté, c'est qu'on est même capable de faire aimer à l'animal des choses qu'il normalement n'aimerait pas. Donc, une situation où il se fait, par exemple, tirer la queue ou tirer le poil, avec un bon contre-conditionnement, on peut quasiment amener l'animal à n'avoir soit aucune réaction ou même, des fois, dire « Ah, OK, c'est fun, c'est beau. Ouais. » Fait que, il faut vraiment faire attention. Et c'est notre outil de travail, mais comme on l'a dit, on le répète depuis le début, il est vivant, il faut s'en occuper, puis il faut avoir l'expertise au niveau du comportement. De comprendre ses caractéristiques. De voir. L'animal va nous exprimer des choses lorsqu'on va être en consultation. Il va nous montrer un langage corporel, mais il faut comprendre ce langage corporel-là. C'est excessivement important pour pouvoir détecter « Oups, là, mon animal en a assez. Oups, mon animal est sur le point de perdre patience. Mon animal n'aime plus ça. » Ou au contraire, mon animal adore ça. Gauche est sur la bonne voie, ça va bien. Est-ce qu'à un moment donné, bon, quand il y a un contexte de zoothérapie avec un intervenant, est-ce que l'intervenant doit toujours être là ou à un certain moment, on peut laisser l'animal et le patient? Ça, c'est primordial. Il faut que l'intervenant soit présent pour superviser l'interaction, pour prévenir, d'une part, les incidents qui pourraient se produire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça prend une assurance aussi là, pour travailler avec des animaux. Il faut avoir une assurance qui nous couvre pendant nos fonctions avec l'animal. Si on n'est pas là, puis que le chien, justement, se fait rouler sur une patte par... la roue d'un fauteuil roulant, le chien se retourne, mord le mollet du monsieur, puis on n'était pas là. Je serais bien mal à l'aise d'expliquer ça à mes assureurs. Donc, pour prévenir les incidents, même si on a le meilleur chien, le meilleur chat au monde, c'est un être vivant qui peut mordre. Donc, le risque n'est jamais à zéro complètement. C'est pour ça qu'il faut avoir une formation aussi pour prévenir les risques, mais il faut être présent pour superviser les interactions. Mais si, par exemple, le chien, c'est le chien du patient, le soir, quand il rentre à la maison, il est avec son chien sans l'intervenant. Bien là, on n'est pas en zoothérapie. OK. Donc, on disait tantôt qu'il y a vraiment des bienfaits au compagnonnage, il y a des bienfaits sur la santé physique, psychologique, mais on n'est pas dans de la zoothérapie. Je comprends. La zoothérapie, c'est vraiment une intervention qui a un début, qui a une fin, qui a une visée aussi clinique ou pédagogique. Donc, oui, la personne va avoir des bienfaits, mais elle aussi, elle doit avoir une assurance responsabilité qui la couvre de toute façon à la maison. Mais ça va être sa responsabilité à la personne là, d'avoir ce qu'il faut. Là. Je comprends mieux, merci. Régine, vous avez plusieurs programmes et services chez Zoothérapie Québec. Peux-tu nous les expliquer? Oui, bien en fait, on offre évidemment des services de zoothérapie dans plus de 115 milieux clients à travers le Grand Montréal, Montréal et les environs. Oui, c'est beaucoup. On offre de la formation à des intervenants, des enseignants, des professionnels de la santé qui veulent intégrer l'animal dans leur pratique. On a également un programme de bénévolat pour des gens qui veulent venir s'impliquer chez nous comme bénévoles animaliers ou comme famille d'accueil. Également, on a un programme de stage où on accueille des stagiaires du milieu collégial ou universitaire en intervention. Vous évaluez aussi les chiens pour voir s'ils peuvent être admissibles ou non à la zoothérapie? Bien, en fait, on accepte que des gens puissent nous prêter leurs chiens sur une base bénévole. Malheureusement, on n'évalue pas ou on n'entraîne pas les chiens de d'autres personnes pour des raisons d'assurance et tout ça. Mais si quelqu'un veut que son chien fasse de la zoothérapie, il y a un formulaire en ligne sur notre site Internet qui peut aller compléter. Super. Et moi, j'ai vu que vous aviez un programme de prévention des morsures. Ça m'a beaucoup intriguée, surtout avec toutes les nouvelles qu'on entend de morsures de pitbull. Qu'est-ce que cette formation ou prévention fait? C'est drôle parce que la roue tourne un peu parce qu'on a conçu notre trousse Fudge à l'école il y a à peu près 25 ans de ça, quand il y avait eu un événement de morsure, une petite fille qui est morte des suites de morsure d'un chien. Donc, on a conçu cette trousse-là en collaboration avec des vétérinaires, des éthologues également qui nous ont aidés à faire cette trousse, qui est accessible également à des gens qui veulent se la procurer. C'est un programme de prévention de morsure qui s'adresse généralement
généralement aux enfants, qui va leur montrer comment on approche un chien de façon sécuritaire, comment on peut détecter un peu les postures de base là, chez le chien, les émotions de base que le chien peut ressentir, et comment se protéger face à un chien qui pourrait mordre, donc les postures de protection également. Donc, c'est un atelier qu'on offre dans les écoles, dans les camps de jour également, mais qui peut s'offrir finalement à n'importe quelle tranche d'âge. Mais moi, j'ai suivi la formation, j'avais dans le début vingtaine, puis c'est des trucs qui vont me servir toute ma vie après. Donc, c'est un programme qui est très intéressant, très concret aussi. Effectivement, c'est très bien, merci. Est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui prouvent les bienfaits de la zoothérapie? Régine? Bien, il y a des bienfaits, notamment auprès des personnes qui ont des troubles neurocognitifs au niveau des symptômes comportementaux et psychologiques là, de la démence. Je pense à l'errance, l'agitation, les cris, l'anxiété, tout ça. Donc, pour retarder la progression ou stabiliser la progression de certains de ces symptômes-là, c'est documenté. Notamment aussi pour faciliter l'alliance thérapeutique, aider la personne à s'engager dans une démarche de traitement, une démarche de changement. Ça aussi, ça a été beaucoup documenté auprès de clientèle psychiatrisée. On parle aussi d'amélioration au niveau de certaines douleurs ou symptômes physiques, notamment avec des personnes qui ont des douleurs chroniques. En soins palliatifs aussi, on voit une amélioration au niveau de la... pas de l'acceptation de la mort, mais au niveau des verbalisations en lien avec la mort, en lien avec le deuil, une facilité. Ça facilite aussi les interactions avec le personnel de soins. Donc, ça a beaucoup d'effets à ce niveau-là également. Au niveau scientifique, entre autres chez le chat et chez le chien, c'est la même chose. Il y a une baisse de la tension artérielle qui est mesurée, très fortement mesurée. On voit que les enfants qui ont des interventions comme ça, justement au niveau du deuil, il y a une acceptation du deuil beaucoup plus grande. Il y a une étude qui a été donnée au niveau de l'efficacité sur les personnes atteintes d'Alzheimer. Surtout on en a parlé d'ailleurs, Focus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se produit avec l'animal, qui est documenté scientifiquement. Donc, il y a certainement un impact qui est là. Et là encore, il n'y a pas beaucoup de recherche qui s'est fait sur ce domaine-là encore. C'est quand même un domaine qui est relativement... Oui, on commence à s'intéresser de plus en plus. C'est ça. Donc, il va y avoir de plus en plus de recherche. Je suis sûr qu'on va découvrir autre chose avec ça. Et pourquoi, selon vous, ça a pris autant de temps avant qu'on s'intéresse à la zoothérapie? Bien, dans les années 60, il y a Boris Levinson qui avait présenté une première conférence là, auprès de ses pairs en psychothérapeute. Puis la première réaction, ça a été de le ridiculiser parce que c'était n'importe quoi d'utiliser des animaux. C'était un peu tabou. Les gens commençaient à s'en servir, mais c'était pas nécessairement crié sur tous les toits. Donc, ça a pris du temps avant que la recherche vraiment s'intéresse de façon sérieuse. Il faut dire aussi que c'est difficile d'isoler vraiment toutes les variables pour dire que c'est vraiment l'animal uniquement qui... C'est ça, donc... Notre relation avec les animaux domestiques a beaucoup évolué dans les 30 dernières années. Je veux dire, chez le chat comme chez le chien, c'était des animaux, des outils de travail qu'on utilisait à la ferme, qu'on utilisait à la chasse. Le chat, il contrôlait la vermine, c'est tout. Mais depuis les 30 dernières années, là, c'est devenu des compagnons, c'est devenu autre chose qu'un simple outil de travail. Et c'est peut-être pour ça qu'anciennement, on ne voyait pas le chien comme étant un outil pour faire ce genre de choses. Régine Etu, Daniel Filion, moi, j'avais peu de connaissances avant de faire cette émission sur la zoothérapie. J'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. J'espère que ça va intéresser beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si je réussis avec l'émission d'aujourd'hui à rejoindre au moins une personne qui voit en la zoothérapie une porte de sortie, j'en serais vraiment heureuse. On se voit la semaine prochaine.